Comment peut-on oublier quelqu'un comme toi? Toi qui l'as aimé sincèrement, profondément, tu te demandes si, de son côté, il reste quelque chose, s'il se souvient, s'il pense à toi, parfois dans le silence. Et je vais te répondre tout de suite, franchement. Oui, probablement. Contrairement à ce qu'on croit, un évitant n'efface pas tout en partant. Sous la surface, il garde des traces de toi, des fragments, une empreinte émotionnelle qui ne disparaît pas si facilement. Ça, on va le voir, c'est réel. Mais voilà ce que je veux que tu entendes aujourd'hui et c'est tout l'objet de cet épisode. C'est pas la bonne question. Te demander s'il pense à toi, c'est peut-être la question qui te garde prisonnier, celle qui te maintient accroché, à scruter, à décoder, à attendre. Parce que la vraie question, celle qui peut vraiment te libérer, n'est pas du tout celle-là. Et tant que tu poses la mauvaise question, aucune réponse ne t'apaisera. Parce qu'il y a une distinction, une seule, qui change absolument tout. Une distinction que presque personne ne fait et qui sépare ceux qui restent des années accrochés à un évitant de ceux qui trouvent enfin la paix. Tant que tu ne la vois pas, tu tournes en rond. Une fois que tu la vois, tu peux plus revenir en arrière. Premièrement, comment l'empreinte émotionnelle reste vraiment en lui? Commençons par te donner ce que tu es venu chercher, la vérité sur ce qui se passe en lui. Parce que oui, il reste quelque chose, mais pas sous la forme que tu imagines. On va poser ça clairement, une bonne fois, pour que tu comprennes comment fonctionne réellement la mémoire émotionnelle d'un évitant. Et ensuite, dans les sections suivantes, on verra pourquoi cette vérité ne veut pas dire ce que ton cœur voudrait qu'elle veuille dire. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment l'attachement évitant. Un évitant n'est pas quelqu'un d'incapable d'aimer, c'est quelqu'un que la proximité met en tension. Suis bien? Parce que c'est la base de tout. On croit souvent qu'un évitant est froid, insensible, incapable de ressentir. C'est faux. Il ressent, parfois très fort. Le problème n'est pas l'absence de sentiments. Le problème, c'est ce que la proximité émotionnelle déclenche en lui. Quand l'intimité commence à s'approfondir, quand le lien devient vraiment proche, son corps et son esprit interprètent ça non pas comme une douceur, mais comme une pression, presque une menace pour son indépendance. Et que fait-il alors? Il s'éloigne instinctivement, pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce que cette proximité lui paraît, à l'intérieur, émotionnellement écrasante. Et voilà le paradoxe le plus déroutant. La personne avec qui il ressent la connexion la plus forte est souvent justement celle dont il s'éloigne le plus. Parce que plus le lien est fort, plus il l'effraie. De l'extérieur, ça ressemble à du rejet, à de l'indifférence, mais à l'intérieur, c'est de l'autoprotection, pas une absence de sentiment. Et c'est précisément pour ça qu'il garde une trace de toi. Parce que ce que la proximité a créé entre vous, il l'a ressenti vraiment, même s'il l'a fui. Suis bien, parce que c'est ça la clé. Il a fui la proximité, oui, mais il l'a quand même vécu. Il l'a ressenti avant de la fuir. Et ce qu'on ressent vraiment laisse une empreinte, qu'on le veuille ou non. Donc même s'il choisit ensuite des relations plus simples, plus distantes, plus faciles à gérer émotionnellement, le souvenir de cette connexion plus profonde, lui, reste discrètement, en arrière-plan, et il faut comprendre sous quelle forme exacte ça reste, parce que c'est pas ce qu'on imagine. Ce qui reste en lui, ce ne sont pas les grands moments, ce sont les petits détails. Suis bien, parce que c'est contre-intuitif et important. On pense que ce qui marque, ce sont les grandes scènes, les déclarations, les moments forts, mais non. Ce qui s'ancre vraiment en lui, ce sont des fragments minuscules qui semblaient même pas importants sur le moment. La façon dont tu parlais pendant vos conversations, le son de ton rire, la manière dont tu réagissais quand il était stressé ou incertain, des petits riens. Et ces fragments ne sont pas des souvenirs qu'il va chercher exprès. Ils ne s'assoient pas pour repenser à toi. Ils reviennent d'eux-mêmes, dans des moments calmes, inattendus. Quelque chose de familier dans son quotidien, un détail, une ambiance, et te voilà, l'espace d'une seconde, qui ressurgit dans sa conscience, sans qu'il l'ait décidé, sans qu'il en parle, souvent sans même qu'il se l'avoue à lui-même. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à une chanson que t'écoutais pas exprès, mais qui passait souvent à une certaine époque de ta vie. Tu ne l'avais pas choisie, cette chanson. Elle passait, c'est tout, à un moment particulier de ta vie. Et des années plus tard,
Tu l'entends par hasard, et instantanément, toute cette période te revient. Les sensations, l'ambiance, les gens. Tu n'as pas décidé de t'en souvenir, la chanson a rouvert le tiroir toute seule. Et ce qui te frappe, c'est que c'est pas un grand événement qui revient, c'est une atmosphère, un ressenti diffus. C'est exactement comme ça que tu restes en lui. Pas comme un grand souvenir qu'il convoque, mais comme cette chanson de fond qui ressurgit toute seule quand un détail du présent la déclenche. Un ton de voix qui ressemble au tien. Un silence dans une conversation. Et te voilà, une seconde, de retour dans sa conscience. Et c'est important de comprendre pourquoi ces petits détails durent plus que les grands. Parce qu'ils sont liés à des sentiments, pas seulement à des faits. Suis bien, parce que c'est ce qui rend l'empreinte si tenace. Un grand événement, c'est un fait. Ça se range dans la mémoire comme une information. Mais ces petits détails, le rire, la façon d'être là, sont liés à des émotions. Et ce qui est lié à l'émotion s'ancre bien plus profondément et bien plus longtemps que ce qui est lié au simple fait. C'est pour ça que ces impressions subtiles durent. Elles ne sont pas stockées dans la tête comme un souvenir. Elles sont stockées dans le ressenti. Et avec le temps, ces impressions colorent sa façon de vivre le présent. Même s'il avance, rencontre d'autres gens, construit de nouvelles habitudes, il y a en lui une comparaison silencieuse qui se fait en dessous de sa conscience. Certains moments émotionnels du présent lui rappellent, sans qu'il le décide, ce qu'il ressentait avec toi. Et comme il traite ses émotions à l'intérieur, sans les exprimer, tout ça reste enfoui, privé, jamais dit, présent, mais invisible. Et c'est là que je dois poser une première borne, parce que c'est tout l'enjeu de cet épisode. Tout ça est vrai. Mais ça ne dit rien de ce qui va se passer, suis bien, parce que c'est le pont vers tout le reste. Je viens de te confirmer ce que ton cœur espérait. Oui, tu restes en lui. Oui, l'empreinte est réelle. Et je sais qu'une part de toi, en entendant ça, sent l'espoir remonter. Si je suis encore en lui, alors peut-être que. Et c'est exactement là que je veux t'arrêter, doucement. Parce que le fait que tu existes encore dans son monde intérieur ne te dit rien sur ce qu'il va faire. Rien sur s'il va revenir. Rien sur s'il peut t'offrir ce dont tu as besoin. Ce sont deux choses complètement séparées. Et toute la suite de cet épisode va te montrer pourquoi. Garder une empreinte de quelqu'un et être capable de le choisir vraiment, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Oui, tu restes en lui, sous forme de petits fragments liés à l'émotion, qui ressurgissent tout seuls. Son empreinte de toi est réelle. Mais retiens bien ceci, dès maintenant, qu'une trace de toi vive encore en lui ne dit absolument rien sur ce qu'il fera de cette trace. Et c'est cette confusion-là qu'on va défaire. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel. Parce que on touche au cœur du malentendu. Ton cœur, en apprenant qu'il pense à toi, fait immédiatement un saut. S'il pense à moi, c'est qu'il veut revenir. Et ce saut, ce raccourci, est précisément l'erreur qui maintient des gens accrochés pendant des années. Parce que le souvenir n'est pas l'intention. Penser à toi n'est pas vouloir revenir vers toi. Deuxièmement, pourquoi le souvenir n'est pas l'intention? Penser à toi ne veut pas dire vouloir revenir vers toi. Voilà le saut que ton cœur fait, immédiatement, et qui est au centre de tout le malentendu. Il pense à moi, donc il veut revenir. Ce raccourci paraît évident, logique même. S'il garde une trace de moi, s'il se souvient, s'il me compare aux autres, alors c'est qu'au fond il me veut. C'est qu'il va finir par revenir. Et ce raccourci, aussi naturel soit-il, est précisément l'erreur qui maintient des gens accrochés pendant des mois, parfois des années. Commençons par poser la distinction la plus importante de cet épisode. Se souvenir de quelqu'un et vouloir agir pour le retrouver, ce sont deux choses séparées. Suis bien, parce que tout repose là-dessus. Le souvenir, c'est passif. C'est quelque chose qui existe en toi, qui ressurgit sans que tu fasses quoi que ce soit. L'intention, c'est actif. C'est une volonté qui pousse à agir, à faire un pas, à changer quelque chose. Et entre les deux, il y a un gouffre. On peut se souvenir intensément de quelqu'un, le porter en soi, le comparer aux autres, et n'avoir aucune intention de faire le moindre pas vers lui. Parce que le souvenir ne demande rien. Il ne coûte rien. Il ne t'engage à rien. Tu peux garder quelqu'un dans un coin de ta tête toute ta vie
sans jamais lever le petit doigt. L'intention, elle, demande quelque chose. Elle demande d'agir, de se rendre vulnérable, de prendre un risque. Et c'est précisément ce pas-là que l'évitant ne fait pas. Il peut avoir tout le souvenir du monde et zéro intention. Les deux n'ont rien à voir. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui garde précieusement une vieille photo d'un lieu magnifique, mais qui n'a aucune envie d'y retourner. Imagine quelqu'un qui a une photo d'un endroit où il a vécu un moment merveilleux, une plage, une ville, un voyage. Il garde cette photo, il la regarde parfois avec émotion. Ce lieu compte pour lui. Il y repense. Il en parle même, peut-être, comme d'un des plus beaux moments de sa vie. Le souvenir est intense, réel, chargé d'émotions. Mais lui demande s'il veut y retourner, vraiment, faire ses valises, prendre le billet, repartir. Et là, souvent, la réponse est non. Pas parce que le souvenir n'est pas beau, mais parce que retourner, c'est autre chose. C'est un effort, un engagement, un changement. Le souvenir lui suffit. Il chérit la trace sans vouloir refaire le voyage. C'est exactement ça, l'évitant et toi. Tu es ce lieu magnifique dont il garde la photo. Il regarde la trace de toi avec émotion. Tu comptes dans son souvenir, mais ça ne veut pas dire qu'il veut refaire le voyage, chérir la photo et reprendre le billet. Ce sont deux choses complètement différentes et la plupart du temps, il s'arrête à la photo. Et c'est encore plus vrai pour l'évitant, pour une raison précise. Chez lui, le sentiment et l'action sont séparés. Il peut ressentir quelque chose intérieurement sans que ça se traduise jamais en comportement. Suis bien, parce que c'est une caractéristique centrale de l'évitant. Chez beaucoup de gens, quand un sentiment monte, il pousse vers une action. Tu ressens le manque de quelqu'un, tu l'appelles. Le sentiment se traduit en geste. Mais chez l'évitant, ce câble entre le sentiment et l'action est coupé. Il peut ressentir le manque, l'appréciation, même une forme de perte, et ne rien faire du tout. Garder tout ça à l'intérieur, sans que ça déborde jamais en comportement. Et c'est ça qui crée tant de confusion pour toi, parce que tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Tu vois que son comportement, qui est distant, et tu te dis, s'il ressentait vraiment quelque chose, il agirait. Mais non, pas lui. Il peut penser à toi, ressentir le poids de ce que tu as représenté, et maintenir quand même toute sa distance. Pour lui, le sentiment ne déclenche pas l'action. Au contraire, plus le sentiment est fort, plus la distance se renforce, parce que la proximité l'effraie, et il y a une raison de plus pour laquelle son souvenir de toi peut être trompeur. Il se souvient pas de toute la relation, il se souvient de fragments. Souvent les plus beaux, suis bien, parce que c'est subtil et important. L'évitant ne garde pas le film complet de votre histoire, avec ses hauts et ses bas, son contexte entier. Il garde des instantanés, des moments précis qui ressortent plus forts que le reste. Un moment de compréhension profonde, un instant de sécurité émotionnelle. Et ces fragments, isolés du reste, peuvent prendre une intensité particulière dans sa mémoire. Donc, quand il repense à toi, il ne repense pas forcément à la réalité complète de votre relation. Il repense à ces fragments-là, parfois idéalisés. Et ça peut renforcer l'illusion, pour toi comme pour lui, qu'il y avait quelque chose d'unique. Mais ce souvenir d'un beau fragment ne veut pas dire vouloir reconstruire l'ensemble, ni être capable de le faire. C'est encore le souvenir, pas l'intention. Et c'est là que je dois te dire quelque chose d'important, pour ne pas tomber dans l'excès inverse. Tout ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Ça veut dire que ce qu'il ressent ne te garantit rien. Suis bien, parce que je veux pas que tu te trompes de conclusion. Je suis pas en train de te dire que il est froid, vide, qu'il a jamais rien ressenti. Au contraire, il a probablement ressenti et il garde une empreinte. Mais le point essentiel, c'est que ce ressenti ne se traduit pas automatiquement en disponibilité émotionnelle. L'impact que tu as eu sur lui n'équivaut pas à sa capacité à être présent pour toi. Beaucoup de gens avancent dans leur vie, font de nouveaux choix, construisent de nouvelles relations, tout en portant en eux le souvenir de connexions passées. Porter un souvenir et être disponible, ce sont deux états qui peuvent parfaitement coexister sans jamais se rencontrer. Donc oui, il pense peut-être à toi, mais ça ne dit rien sur ce qu'il peut t'offrir. Et c'est ça que tu dois entendre. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Le souvenir n'est pas l'intention. Il peut garder ta photo sans jamais vouloir refaire le voyage. Chez lui, le sentiment ne déclenche pas l'action. Il déclenche même parfois la fuite. Alors ne confonds plus jamais le fait qu'il pense à toi avec le fait qu'il reviendrait vers toi. Ce sont deux mondes séparés. Et voilà maintenant
quelque chose d'essentiel. Parce que tant que tu confonds souvenir et intention, tu fais quelque chose de précis et d'épuisant. Tu te mets à décoder, à interpréter chacun de ces silences, chacun de ces petits gestes, comme des signaux cachés d'un amour qui reviendrait. Et ce décodage permanent te garde attaché non pas à lui, mais à un espoir. Pas à ce qui est réel, mais à ce qui pourrait être. Et c'est ce piège-là qu'on doit comprendre maintenant. Troisièmement, le piège de l'hyper-interprétation. Comment décoder ces silences te garde attaché à un potentiel, pas à une réalité. Voilà ce que tu fais, sans même t'en rendre compte. Dès qu'il devient distant, tu décodes un silence et tu cherches ce qu'il veut dire. Un message vague et tu l'analyses dans tous les sens. Un like sur une vieille photo et tu y vois un signal caché. Tu passes des heures à interpréter le moindre de ces gestes, à chercher derrière chaque silence une preuve d'amour secret. Et ce décodage permanent, épuisant, est précisément ce qui te garde enchaîné. Commençons par comprendre pourquoi tu te mets à décoder. En premier lieu, quand quelqu'un est inconstant, ton esprit cherche naturellement à combler les vides. Suis bien, parce que c'est un réflexe humain profond. Face à quelqu'un de clair, de constant, tu n'as pas besoin de décoder, tout est lisible, mais face à quelqu'un d'inconstant, qui souffle le chaud et le froid, qui se rapproche puis disparaît, ton esprit se retrouve devant des trous, des vides, des incohérences qu'il ne comprend pas. Et l'esprit humain déteste le vide. Il a besoin de sens. Alors il comble. Comment comble-t-il? En interprétant. Il prend les silences, les distances, les petits gestes, et il leur invente une signification, presque toujours, qui va dans le sens de ton espoir. Tu te dis, ce silence, c'est qu'il réfléchit. Ce message après des semaines, c'est qu'il pense encore à moi. Cette distance, c'est qu'il a juste peur de ses sentiments. Tu remplis les vides avec des histoires qui nourrissent l'espoir. Mais ces histoires, c'est toi qui les écris, pas lui. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui regarde des nuages et qui se met à y voir des formes, des visages, des animaux. Les nuages n'ont aucune forme précise. Ce sont juste des amas de vapeur, sans intention, sans message. Mais l'esprit humain, lui, ne supporte pas le flou. Alors il projette, il regarde un nuage informe, et il y voit un visage, un cœur, un animal. Et plus il regarde, plus il en voit. Mais ces formes ne sont pas dans les nuages, elles sont dans son esprit, qui projette du sens sur quelque chose qu'il n'en a pas. Les silences et les gestes flous de l'évitant, ce sont ces nuages. Ils n'ont souvent aucune signification cachée. Ce sont juste du flou, de l'inconstance, de l'indisponibilité. Mais ton esprit, qui cherche du sens, il projette des formes. Il y voit de l'amour caché, de l'hésitation tendre, un retour imminent, et tu finis par t'attacher à des formes que tu as toi-même dessinées dans son brouillard. Et c'est là que se referme le piège le plus subtil. À force de décoder, tu t'attaches à ce qu'il pourrait être, pas à ce qu'il est vraiment. Suis bien, parce que c'est le cœur de cette section. Quand tu décodes ces silences, quand tu interprètes ces gestes flous comme des signaux d'amour, tu ne te relis pas à la réalité de ce qu'il te montre. Tu te relis à un potentiel, à ce que la relation pourrait devenir si tes interprétations étaient vraies. Tu tombes amoureux non pas de ce qui est, mais de ce qui pourrait être. Et c'est dévastateur, parce que le potentiel est infini, alors que la réalité, elle, est limitée. La réalité te montre quelqu'un de distant, d'inconstant, qui ne s'engage pas. Mais le potentiel, lui, te promet tout, ce qu'il pourrait devenir s'il guérissait, s'il osait, s'il revenait transformé. Et tu t'accroches à ce potentiel magnifique, qui n'existe que dans ta tête, au lieu de regarder la réalité plus pauvre qu'il te montre, lui, par son comportement. Laisse-moi te montrer ça avec une autre image. Pense à la différence entre acheter une maison pour ce qu'elle est et l'acheter pour ce qu'elle pourrait devenir avec d'immenses travaux. Quand tu regardes une maison telle qu'elle est, tu vois la réalité. Ses murs, son état, ce qu'elle offre vraiment aujourd'hui, tu peux décider en connaissance de cause. Mais quand tu tombes amoureux de ce qu'elle pourrait devenir, avec des travaux énormes, une rénovation complète, tu n'achètes plus une maison, tu achètes un rêve. Tu te projettes dans une version idéale qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais. Et tu paies le prix fort pour une promesse, pas pour une réalité. S'attacher à l'évitant en décodant ses silences, c'est acheter la maison pour ce qu'elle pourrait devenir. Tu ne t'engages pas avec la personne réelle, distante et inconstante. Tu t'engages avec la version rénovée, idéale, qui pourrait être un jour si, et tu paies
en temps, en énergie, en espoir, pour des travaux qui ne commenceront jamais. Et c'est important de comprendre pourquoi ce piège est si difficile à quitter. Plus tu décodes, plus tu t'enfonces. Parce que chaque interprétation relance l'espoir. Suis bien. Parce que c'est un cercle vicieux. Chaque fois que tu interprètes un silence comme un signe positif, tu te donnes une dose d'espoir. Et cet espoir te pousse à rester, à attendre, à guetter le prochain signe. Et au prochain geste flou, tu recommences. Tu décodes, tu espères, tu attends, encore et encore. Le décodage n'apaise jamais ton incertitude, il la nourrit. Parce qu'il n'y a jamais de réponse claire, donc tu peux décoder à l'infini. Et c'est ça qui te maintient mentalement attaché à quelqu'un qui, lui, ne s'engage pas de façon constante. Tu restes accroché, non parce qu'il te donne, mais parce que tu interprètes. Ton attachement ne se nourrit pas de sa présence réelle, mais de ton activité mentale de décodage. Tu es prisonnier d'un jeu d'interprétation sans fin, qui ne mène jamais à la clarté et qui te garde suspendu indéfiniment. Et c'est là que je dois te dire quelque chose d'essentiel, qui prépare toute la suite. Comprendre comment fonctionne l'évitant peut t'aider, mais ça ne doit pas devenir une raison de décoder davantage. Suis bien, parce que c'est une nuance cruciale, surtout dans cet épisode. Il y a un risque, en comprenant mieux le fonctionnement de l'évitant, c'est d'utiliser cette compréhension pour décoder encore plus finement. De te dire, maintenant que je sais comment il marche, je vais mieux interpréter ses silences, mieux deviner ses sentiments cachés. Et là, tu retombes dans le piège, en pire. Tu transformes la connaissance en outil d'attente. Mais comprendre l'évitant ne doit pas servir à mieux décoder. Ça doit servir à arrêter de décoder. À te dire, j'ai compris le mécanisme, donc je sais que ces silences ne sont pas des messages secrets, donc je peux lâcher l'interprétation. La vraie utilité de cette compréhension, c'est pas de devenir un meilleur décodeur. C'est de te libérer du besoin de décoder. Nuance immense. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. À force de décoder ces silences, tu projettes des formes sur des nuages et tu t'attaches à ce qu'il pourrait être, pas à ce qu'il est. Tu achètes la maison pour le rêve, pas pour la réalité. Et comprendre l'évitant ne doit pas t'aider à mieux décoder, mais à cesser de décoder. Ton attachement se nourrit de ton interprétation, pas de sa présence. Coupe l'interprétation et tu commences à te libérer. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel. Parce que, au fond de tout ce décodage, il y a une croyance cachée. La croyance que s'il ressent profondément, alors il y a forcément une vraie connexion entre vous. Et c'est précisément cette croyance qu'il faut démonter. Parce que la profondeur des sentiments n'est pas la profondeur de la connexion. Tu peux être profondément ressenti par quelqu'un et quand même ne pas être en lien réel avec lui. Et cette distinction, c'est elle qui change tout. Quatrièmement, la distinction qui change tout. La profondeur des sentiments n'est pas la profondeur de la connexion. Voilà la distinction la plus importante de tout cet épisode. Celle qui, une fois comprise, change absolument tout. La profondeur des sentiments n'est pas la profondeur de la connexion. Ce sont deux choses différentes, complètement. Et presque personne ne les distingue. On croit que si quelqu'un ressent fort, alors il y a forcément une vraie connexion. Que l'intensité du sentiment prouve la solidité du lien, mais c'est faux. Et tant que tu confonds les deux, tu vas rester accroché à des sentiments profonds qui ne construisent rien. Commençons par bien séparer ces deux choses qu'on mélange tout le temps. Le sentiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. La connexion, c'est ce qui se construit entre deux personnes. Suis bien, parce que c'est toute la clé. Le sentiment, c'est intérieur, individuel, c'est ce que l'autre éprouve seul dans son monde à lui. Il peut ressentir énormément, une vague immense, une émotion intense, mais ça se passe en lui. La connexion, c'est autre chose. C'est ce qui se tisse entre vous deux. Ça demande deux personnes présentes, disponibles, qui se rejoignent, qui construisent quelque chose ensemble dans le réel. Et voilà pourquoi on peut avoir l'un sans l'autre. Quelqu'un peut ressentir des sentiments profonds pour toi, tout en étant incapable de construire une vraie connexion avec toi. Parce que le sentiment ne demande que lui. Mais la connexion demande de la présence, de la constance, de la disponibilité, un engagement à deux. Et l'évitant, justement, peut avoir le sentiment, mais pas la capacité de construire le lien. Il ressent, mais il ne se relie pas. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui aime profondément la musique, mais qui n'a jamais appris à jouer d'un instrument. Cette personne peut aimer la musique de toute son âme, la ressentir intensément, être bouleversée par une mélodie, vibrer à chaque note,
Porter cet amour de la musique au plus profond d'elle. Le sentiment est immense, réel, sincère. Personne ne pourrait douter de la profondeur de son amour pour la musique. Mais lui demande de jouer un morceau, là, maintenant, sur un instrument, et elle peut pas. Parce que aimer la musique et savoir en faire, ce sont deux choses différentes. L'une est un sentiment intérieur. L'autre est une capacité qui demande un apprentissage, une pratique, une maîtrise. On peut adorer la musique toute sa vie sans jamais être capable de produire une seule note juste. Lévitan, c'est cette personne. Il peut aimer profondément, ressentir intensément ce qu'il a vécu avec toi. Le sentiment est là, réel, mais construire une vraie connexion présente, constante, disponible, c'est comme jouer de l'instrument, c'est une capacité qu'il n'a pas développée. Il aime la musique, mais il ne sait pas en jouer. Il te ressent, mais il ne sait pas se relier à toi. Et c'est ça qui mène à la vérité la plus dure et la plus libératrice de cet épisode. Tu peux être profondément ressenti par quelqu'un et quand même ne pas être choisi de façon stable. Suis bien, parce que c'est ce que ton cœur doit vraiment entendre. On croit que si on est aimé profondément, alors on est forcément choisi. Que l'amour intense mène forcément à l'engagement. Mais non. On peut être profondément aimé, intensément ressenti, occuper une place énorme dans le cœur de quelqu'un et ne jamais être choisi de façon stable, présente, fiable. Parce que ce qui te choisit vraiment, c'est pas l'intensité de son sentiment, c'est sa capacité à se relier. Et c'est pour ça que la question, s'il pense à toi, est la mauvaise question. Parce que même si la réponse est oui, même s'il te ressent profondément, ça ne te garantit rien. Tu peux être la personne qu'il a le plus profondément ressenti de toute sa vie et ne jamais pouvoir construire avec lui parce qu'il n'a pas la capacité de relier ce sentiment à une présence constante. Le sentiment profond et l'absence de connexion peuvent parfaitement coexister. Et c'est exactement ce qui se passe. Laisse-moi te montrer ça avec une autre image. Pense à deux personnes séparées par une vitre épaisse. Imagine deux personnes de chaque côté d'une vitre épaisse, insonorisée. Elles se voient, elles peuvent ressentir énormément l'une pour l'autre. L'une peut être bouleversée par l'autre, l'aimer de tout son cœur, à travers la vitre. Le sentiment traverse dans les regards. Mais elles ne peuvent ni se toucher, ni s'entendre, ni vraiment se rejoindre. La vitre est là. Le sentiment est intense, mais la connexion réelle est impossible, parce qu'il y a cet obstacle entre elles. Lévitan vit derrière cette vitre. La vitre, c'est sa peur de la proximité, son besoin de distance, son incapacité à se relier vraiment. Il peut te ressentir profondément à travers cette vitre, te regarder avec émotion, mais il peut pas la traverser pour te rejoindre vraiment. Et toi, de ton côté, tu sens son regard, tu sens le sentiment, et tu te dis, il ressent quelque chose, donc on peut être ensemble. Mais la vitre est toujours là. Et un sentiment qui ne peut pas traverser la vitre ne construit aucune vie commune. Et c'est là qu'il faut accueillir cette vérité, non pas comme une condamnation, mais comme une libération. Cette distinction n'est pas faite pour te blesser, elle est faite pour te libérer. Suis bien, parce que c'est important de bien la recevoir. On pourrait entendre tout ça comme quelque chose de triste, donc même s'il m'aime, ça suffit pas. Mais regarde le soulagement immense que ça contient. Parce que tant que tu crois que l'intensité de son sentiment finira par créer la connexion, tu attends, tu espères. Tu te dis, il m'aime tellement, ça finira bien par marcher. Et tu restes suspendu, pendant des années peut-être, mais quand tu comprends que le sentiment et la connexion sont séparés, quelque chose se libère. Tu cesses d'attendre que son amour se transforme en présence, parce que tu sais maintenant que ça marche pas comme ça. Tu peux enfin arrêter de mesurer la situation à l'intensité de ce qu'il ressent et commencer à la mesurer à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus fiable. Et c'est ce quelque chose qu'on va voir juste après. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. La profondeur des sentiments n'est pas la profondeur de la connexion. On peut aimer la musique sans savoir en jouer. On peut te ressentir intensément derrière une vitre qu'on ne traverse jamais. Tu peux être profondément aimé et quand même ne pas être choisi de façon stable. Et c'est pas une condamnation. C'est ce qui te permet enfin d'arrêter d'attendre que son sentiment devienne ce qu'il ne deviendra pas. Et voilà maintenant quelque chose d'essentiel. Parce que si la profondeur de ces sentiments n'est pas la bonne mesure, alors quelle est la bonne? À quoi dois-tu vraiment regarder pour savoir si une relation peut t'apporter ce dont tu as besoin? Il existe une seule mesure fiable, pas ses pensées cachées, pas son monde intérieur, mais quelque chose que tu peux voir, vérifier, sur lequel tu peux t'appuyer. Cinquièmement, la seule mesure qui compte vraiment, pas ses pensées cachées, mais la constance de son comportement.
Voilà la question qui devrait remplacer toutes les autres. Si ce n'est pas l'intensité de ses sentiments, ni ses pensées cachées, alors à quoi dois-tu regarder? Parce que jusqu'ici, tu mesurais la relation à des choses invisibles. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il ressent encore quelque chose? Est-ce que je compte dans son monde intérieur? Et toutes ces questions ont un point commun. Tu ne peux jamais y répondre vraiment, parce qu'elles portent sur ce que tu ne peux pas voir. Il existe pourtant une mesure, une seule, qui est fiable. Et celle-là, tu peux la vérifier. Commençons par comprendre pourquoi son intérieur ne peut pas te servir de repère. Tu n'as aucun accès fiable à ce qui se passe en lui. Donc tu ne peux pas construire dessus. Suis bien, parce que c'est la base de tout. Ses pensées, ses sentiments cachés, son monde intérieur, tu ne les vois pas. Tu ne peux que les deviner, les supposer, les interpréter. Et on l'a vu, dès que tu interprètes, tu projettes, tu te racontes des histoires qui vont dans le sens de ton espoir, donc tout ce que tu crois savoir de son intérieur n'est au fond qu'une supposition, une construction de ton esprit. Et on ne construit pas une relation ni une décision de vie sur des suppositions. C'est comme vouloir bâtir une maison sur du sable mouvant. Quoi que tu poses dessus va s'enfoncer, parce que le sol n'est pas stable. Son monde intérieur, c'est ce sable mouvant. Tu ne peux rien y ancrer de solide, parce que tu n'en as aucune connaissance fiable. Tant que tu cherches tes réponses là, dans l'invisible, tu construis sur du vide, et c'est là qu'apparaît la seule mesure solide. Une vraie connexion ne se mesure pas aux pensées cachées. Elle se mesure au comportement, constant dans le temps. Suis bien, parce que c'est le cœur de cette section, et peut-être de tout l'épisode. Ce qui te dit vraiment si une relation peut t'apporter ce dont tu as besoin, c'est pas ce qu'il ressent en secret, c'est ce qu'il fait. De façon constante, dans la durée, le comportement lui est visible, vérifiable. Tu n'as pas à le deviner, tu n'as qu'à le regarder. Est-ce qu'il est présent, de façon fiable? Est-ce qu'il se montre régulièrement, pas par à-coup? Est-ce qu'il y a de la réciprocité, un vrai échange à deux? Est-ce que tu peux compter sur lui dans le temps? Voilà les vraies questions. Et elles ont une réponse claire parce qu'elles portent sur du visible. Tu n'as pas besoin de décoder un comportement constant. Il parle de lui-même. La présence se voit, la fiabilité se vérifie, la réciprocité se ressent concrètement dans le réel. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à la différence entre la météo qu'on te promet et le temps qu'il fait réellement dehors. On peut te promettre du soleil pour demain, te le dire avec assurance, te faire de belles prévisions, mais ce qui compte vraiment, quand tu sors, c'est le temps qu'il fait réellement dehors. Pas la promesse, la réalité. Si on t'a promis du soleil et qu'il pleut, tu ne vas pas sortir en t'habillant pour le soleil promis, tu t'habilles pour la pluie réelle, parce que c'est elle qui mouille, pas la prévision. Les sentiments cachés de l'évitant, ses pensées. Ce qu'il ressent peut-être pour toi, c'est la météo promise. Belle, peut-être, mais incertaine, invisible, invérifiable. Son comportement, lui, c'est le temps qu'il fait réellement dehors. C'est la pluie ou le soleil que tu vis concrètement, et c'est sur ce temps réel que tu dois t'habiller, pas sur la promesse. Si son comportement est distant et inconstant, alors il pleut, peu importe le soleil qu'on te promet à l'intérieur. Et c'est ça qui doit, au fond, te recentrer. Ce qui compte pour ton bien-être, ce n'est pas s'il pense à toi, c'est s'il se montre présent, stable et réciproque. Suis bien, parce que c'est le déplacement essentiel. Pose-toi la question, honnêtement. Qu'est-ce que ça change pour ta vie réelle qui pense à toi le soir dans son lit s'il n'est jamais là pour toi dans la journée? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement qui garde une empreinte de toi s'il ne construit rien avec toi? Rien. Ça ne te nourrit pas, ça ne te tient pas chaud, ça ne bâtit aucune vie commune. Ces pensées pour toi, même si elles existent, ne te donnent rien de réel. Ce qui te donne quelque chose de réel, c'est sa présence, sa constance, sa fiabilité. Le fait qu'il se montre encore et encore de façon stable. Voilà ce qui nourrit une relation. Voilà ce sur quoi tu peux t'appuyer. Pas sur ce qu'il pense, mais sur ce qu'il fait, jour après jour. Et c'est une libération immense, parce que ça te sort de l'invisible pour te ramener au concret. Laisse-moi te montrer ça avec une autre image. Pense à la différence entre quelqu'un qui dit qu'il sera là pour toi et quelqu'un qui est là à chaque fois. Les mots, on l'a vu, ne coûtent rien. Quelqu'un peut te dire 1000 fois qu'il tient à toi, qu'il pense à toi, qu'il sera là. Mais si, quand tu as besoin de lui, il n'est pas là, alors ces mots ne valent rien. À l'inverse,
Quelqu'un peut-être moins dans les grandes déclarations, mais être là, présent, fiable, à chaque fois que ça compte. Et c'est cette présence-là qui construit la confiance, la sécurité, le lien réel. L'évitant est souvent dans la première catégorie, sans même mentir. Il ressent peut-être vraiment, il pense peut-être à toi, mais il n'est pas là de façon constante. Et c'est la présence constante, pas le sentiment ni la pensée, qui fait une relation où tu peux t'appuyer, regarde qui est là à chaque fois, pas qui ressent en secret, de loin. Et il faut le dire clairement, pour boucler cette section, sans constance, même des sentiments forts des deux côtés restent sans ancrage, suis bien, parce que c'est crucial. Même si vous ressentez tous les deux des choses fortes, toi et lui, ça suffit pas. Imagine même le cas le plus favorable, où il t'aimerait vraiment, intensément, sans présence constante, sans fiabilité, sans réciprocité dans le réel. Ces sentiments restent suspendus dans le vide. Ils ne s'ancrent nulle part, ils ne construisent rien. Deux personnes peuvent s'aimer fort et ne jamais réussir à bâtir quoi que ce soit, faute de constance. Et c'est pour ça que une connexion saine a toujours besoin de trois choses. La réciprocité, c'est dire un échange à deux, la présence émotionnelle, être vraiment là, et la fiabilité, pouvoir compter sur l'autre dans le temps. Sans ces trois piliers, même l'amour le plus fort reste incertain, instable, sans fondation. Le sentiment ne suffit jamais. C'est la constance qui transforme un sentiment en relation. Et voilà l'affirmation que je veux que tu retiennes de cette section. Tu ne peux rien construire sur ce que tu ne vois pas. La seule mesure fiable d'une relation, ce n'est pas ce qu'il ressent en secret, c'est ce qu'il fait, de façon constante. Habille-toi pour le temps qu'il fait réellement, pas pour la météo qu'on te promet. Regarde qui est là à chaque fois, pas qui pense à toi de loin. Sans constance, même l'amour le plus fort reste sans ancrage. Et voilà maintenant la dernière chose qu'on va explorer ensemble, parce qu'après tout ce chemin, il reste à faire le geste le plus important. Ramener doucement ton attention vers toi. Parce que pendant tout ce temps passé à te demander s'il pensait à toi, à décoder son intérieur, tu as peut-être oublié l'essentiel, que ta capacité à aimer aussi profondément n'est pas un défaut, c'est une force rare et qu'elle mérite d'être rencontrée par quelqu'un qui peut la recevoir pleinement. Sixièmement, le vrai recentrage. Ta capacité à aimer profondément n'est pas un défaut. On arrive au bout de ce chemin et il est temps de faire le geste le plus important de tous. Le geste que tu as peut-être oublié de faire pendant tout ce temps. Ramener ton attention vers toi. Parce que pendant des mois, peut-être, t'as tout tourné vers lui. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il ressent encore quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu as mis toute ton énergie à scruter son monde intérieur. Et pendant ce temps, tu as oublié de regarder la personne qui, dans cette histoire, mérite le plus ton attention. Toi. Commençons par te débarrasser d'un poids que tu portes peut-être sans le savoir. Tu as peut-être conclu, quelque part, que tu avais trop aimé, que c'était ta faute, que ton amour était le problème. Suis bien, parce que c'est une conclusion très fréquente et très injuste. Quand quelqu'un fuit notre amour, on finit souvent par retourner la chose contre soi. On se dit « j'ai trop donné, j'ai été trop intense, j'ai fait fuir par mon amour. Si j'avais aimé moins, peut-être qu'il serait resté. » Et lentement, on en vient à voir sa propre capacité d'aimer, comme un défaut, comme quelque chose à corriger, à diminuer, mais c'est une erreur totale. Son incapacité à s'engager pleinement n'était pas un reflet de ta valeur, ni de la profondeur de ton amour. C'était le reflet de ses propres limites, de ses mécanismes de défense, de la vitre derrière laquelle il vit. Tu n'as pas trop aimé, il n'a pas pu recevoir. Ce sont deux choses différentes. Et la confusion entre les deux te fait porter une faute qui n'est pas la tienne. Ton amour n'était pas le problème. Sa capacité à le recevoir l'était. Et c'est là qu'il faut retourner complètement la perspective. Ta capacité à aimer profondément n'est pas un défaut. C'est une force. Et une force rare. Suis bien, parce que c'est le vrai recentrage. Pouvoir aimer profondément, ressentir sincèrement, créer des liens émotionnels réels, ce n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. C'est même l'une des plus belles capacités humaines qui soit. Tout le monde n'en est pas capable. Beaucoup de gens, comme l'évitant justement, en sont incapables ou en ont peur. Toi, tu peux. Et c'est précieux. Le problème
n'a jamais été que tu aies cette capacité. Le problème, c'est que tu l'as offerte à quelqu'un qui ne pouvait pas la recevoir. C'est une incompatibilité, pas un défaut de ta part. Imagine offrir un cadeau magnifique à quelqu'un qui n'a pas de main pour le prendre. Le cadeau n'est pas le problème. Sa beauté n'est pas en cause. C'est juste que cette personne-là ne pouvait pas le recevoir. Et ça ne diminue en rien la valeur du cadeau. Laisse-moi te montrer ça avec quelque chose de très concret. Pense à quelqu'un qui parlerait couramment une langue rare et belle face à quelqu'un qui ne la comprend pas. Imagine que tu parles une langue magnifique, riche, profonde, et que tu la parles à quelqu'un qui ne la comprend pas. Cette personne ne réagit pas à tes plus belles phrases. Elle reste de marbre devant tes mots les plus profonds. Et tu pourrais en conclure à tort que ta langue ne vaut rien, que tu parles mal, que c'est ta faute. Mais non, ta langue est superbe. C'est juste que cette personne-là ne la parle pas. Elle n'a pas les oreilles pour l'entendre. Ton amour profond, c'est cette langue rare. L'évitant ne la comprend pas ou n'ose pas la parler. Et son absence de réponse t'a fait croire que ta langue était le problème. Mais ta langue est magnifique. Il te faut simplement quelqu'un qui la parle aussi. Quelqu'un qui peut te répondre dans la même langue, à la même profondeur. Et cette personne existe. Elle est juste ailleurs que derrière la vitre. Et c'est là que comprendre l'évitant prend tout son vrai sens. Comprendre l'évitant ne doit pas servir à t'accrocher à lui par l'analyse. Ça doit servir à te libérer. Suis bien, parce que c'est le piège final qu'il faut éviter. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur son fonctionnement, son monde intérieur, son empreinte de toi, pourrait servir deux usages opposés. Soit ça te garde accroché à analyser sans fin, à espérer qu'en le comprenant mieux, tu finiras par le débloquer. Soit ça te libère en te montrant clairement que ce qui lui manque n'est pas ton affaire à réparer. Et c'est ce second usage qu'il faut choisir. Comprendre l'évitant, c'est pas un moyen de mieux t'accrocher. C'est un moyen de lâcher prise en paix. De te dire, j'ai compris, c'était pas moi, c'était pas mon amour, c'était son incapacité à recevoir, et donc je peux arrêter de poursuivre, arrêter d'analyser, arrêter d'attendre. La compréhension doit déboucher sur la liberté, pas sur une attente plus savante. Et c'est ça qui te montre la vraie direction. Quand quelqu'un ne peut pas te rejoindre dans la profondeur émotionnelle, la voie la plus saine n'est pas la poursuite. C'est de te tourner vers ceux qui le peuvent. Suis bien, parce que c'est l'aboutissement de tout. Certaines connexions sont réelles et significatives, mais pas durables de la façon dont on l'espère. Et accepter ça, c'est pas un échec. C'est de la maturité. Quand quelqu'un ne peut pas te rencontrer de façon constante dans la profondeur dont tu as besoin, t'acharner ne sert à rien, ça ne fait que t'user contre une vitre qui ne s'ouvrira pas. La vraie direction, c'est de t'aligner avec des personnes capables de répondre à ton ouverture, sans peur, sans fuite. Des personnes qui peuvent recevoir ton amour et te le rendre avec la même présence, la même disponibilité, parce que ta capacité de connexion est précieuse et elle mérite d'être rencontrée par une capacité égale. Tu mérites quelqu'un qui parle ta langue, qui peut traverser la vitre, qui est là, de façon constante, pas seulement dans son monde intérieur, mais dans le réel, à tes côtés. Et c'est là que tout se referme. En paix, suis bien, parce que c'est l'essentiel à emporter. La vérité la plus apaisante de tout ce chemin, c'est celle-ci. La profondeur des sentiments n'est pas la profondeur de la connexion. Tu peux être profondément ressenti et quand même ne pas être choisi d'une façon qui crée de la stabilité. Et accepter ça, c'est pas renoncer à l'amour. C'est cesser de le chercher là où il ne peut pas se construire. Le jour où la clarté remplace les suppositions, quelque chose s'ouvre en toi. Tu cesses de décoder son silence. Tu cesses de mesurer ta valeur à ses pensées cachées. Et tu te rends disponible, enfin, pour quelque chose de plus ancré, de plus présent, de mutuel. Et voilà ce que je veux que tu emportes de tout ce chemin. Oui, il pense probablement encore à toi. Mais c'était jamais la bonne question. Le fait qu'il te ressente ne dit rien sur ce qu'il peut t'offrir. Ta capacité à aimer profondément n'est pas un défaut qui l'a fait fuir, c'est une force rare qui mérite quelqu'un capable de la recevoir. Alors arrête de regarder vers la vitre, arrête de te demander ce qu'il ressent de l'autre côté. Et tourne-toi doucement vers ceux qui n'ont aucune vitre entre eux et toi. Parce que ton amour n'a jamais eu besoin d'être plus petit. Il a juste besoin d'être